Alors, bonjour à tous. Je suis Dr Musumeci, je suis médecin rééducateur à Nantes. D'abord, je voulais remercier les organisateurs pour m'avoir invité. Et après tout, j'espère que malgré mon petit accent italien et l'atout, j'arriverai à faire passer quelques messages. Donc, en fait, vous pouvez passer à la deuxième diapositive. Donc, en fait, je voulais vous parler d'un cas clinique d'une dame âgée de 72 ans qui est donc en fait alors en fait je voulais faire un petit résumé de son histoire avant de venir hospitaliser dans notre centre. Donc c'est une dame de 72 ans divorcée qui vit dans un appartement en location avec son fils mineur. Et avant d'être hospitalisée, elle était aide-soignante. Donc, c'est une dame qui avait des antécédents d'hypertension, diabète, syndrome de Ménière, ça a été étiqueté comme ça, elle avait des acouphènes, une histoire de LLC, donc de leucémie lymphoïde chronique, qui avait été traitée, donc elle était suivie par les hématologues avec imatinib. Donc, cette dame s'est présentée à l'hôpital parce qu'elle avait des paresthésies au niveau des mains et au niveau des pieds. Depuis quelques mois, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et donc, à l'hôpital, elle a été hospitalisée une première fois pour quelques jours. Elle a passé un EMG et qui a été interprété comme une neuropathie diabétique. Ça, c'est important. Donc, la première chose que le neurologue a pensé devant ce tableau, c'était que c'était des conséquences, c'était des complications liées à la diabète. Mais après, les mois suivants, elle a eu une aggravation des symptômes et ça, c'était assez étonnant parce qu'elle a commencé à présenter une paralysie faciale progressive, une ophtalmoplégie, donc une atteinte des nerfs crâniens, et une tétraparésie rapidement progressive. Donc, devant ce tableau et ces symptômes, elle a été hospitalisée une deuxième fois. Et cette fois-ci, l'EMG a mis en évidence une polynévrite axonale sensorimotrice. Et donc, elle a été hospitalisée, je crois, dans le service de cardiologie, dans un premier temps, mais tout de suite, elle a présenté une complication septique, donc elle a fait un choc septique. Elle a été donc transférée dans le service de réanimation où elle a été traitée avec des antibiotiques, mais en même temps, ils ont pensé que la neuropathie était liée au traitement d'imatinib, donc le traitement oncologique, et donc ils ont arrêté le traitement pour la LLC et ils l'ont mis sous immunoglobuline IV. Le gros problème, c'est que sur le plan septique, l'évolution a été très favorable, mais sur le plan de la récupération, ils voyaient que la patiente, elle gardait les mêmes symptômes, donc elle était tétraparétique. Et donc, elle a été transférée en SMR. Et alors là, je vous dis comment elle s'est présentée, la dame, quand je l'ai reçue dans le centre. Et elle était très fatiguée, vraiment très fatiguée, elle était alitée. Et elle était tétraparétique, elle avait une tétraparésie flasque, des douleurs neuropathiques partout, paralysie faciale, ophtalmoplégie. Et donc, on a commencé, si vous voulez, un programme de rééducation pluridisciplinaire, comme d'habitude. Mais comme vous voyez, c'était un programme assez intensif, mais qui était entrecoupé par des hospitalisations tous les mois pour faire des traitements avec des immunoglobulines. Et était aussi très limité par la fatigue de madame. Et donc, vous pouvez aller un peu plus loin. Donc, elle présentait une faiblesse généralisée, une paralysie faciale bilatérale. Donc, là, il y a le score qui est assez sévère.
on a 6 degrés, le score de House-Brackmann, et ça, c'était le degré le plus sévère. Donc, elle était complètement paralysée, le visage. Elle avait une dysphagie légère, un déficit de force, surtout en distalité, mais assez important. Et comme vous voyez, en distalité, au niveau des membres inférieurs, elle avait presque rien de force. Elle avait un contrôle du tronc limité, donc elle passait son temps sur un fauteuil confort. Et elle présentait une douleur neuropathique, comme j'ai dit, qui était résistante au traitement. Et elle avait aussi un dysfonctionnement du système autonome, donc elle avait une double incontinence. Elle était complètement dépendante, donc il faut imaginer une dame qui avant, elle était soignante, qui a un fils, et que dans quelques mois, elle ne pouvait plus rien faire, et qu'elle était complètement seule. Et donc, vous voyez la MIF, c'est assez basse, c'est à 44. Donc, on était assez désespérés, même la dame. On ne voyait pas d'évolution. Après 3 mois de rééducation, si vous voyez, elle était toujours complètement dépendante. La prochaine, s'il vous plaît. Et alors, on s'est posé le problème, après 3 mois de rééducation, alors pourquoi les patients n'évoluent pas? Quels sont les effets de nos traitements sur la qualité de vie de la dame? En fait, vu qu'elle était complètement dépendante, en fait, elle avait une très mauvaise qualité de vie. Et après, la grosse question, c'est quelles sont les chances de récupération de cette dame, puisqu'il y a 3 mois, on est toujours presque au même niveau de dépendance. Et après, il y a le problème socio-environnemental. Donc, la dame vit dans un appartement au 3e étage avec son fils mineur et il n'y a pas d'escalier. Donc, un retour à domicile, comment, en cette condition, on ne sait pas. En plus, elle a une fille, mais elle ne peut pas la recevoir chez elle. L'EHPAD, pour une patiente aussi jeune, c'est compliqué sur le plan économique. Bénéficier d'un aide 24 heures sur 24, c'est compliqué aussi sur le plan économique. Et après, le fils mineur, qu'est-ce qu'il va faire? Le père habitait en Afrique, donc c'était compliqué. On avance. À 4 mois d'hospitalisation, en fait, ce qui s'est passé, et c'est ça un point crucial, ils ont fait une réunion pluridisciplinaire. Et ça, c'est le premier point. Réunion pluridisciplinaire, oncologue, neurologue, ils étaient en contact avec le médecin MPR, et ils ont réévalué le cas de madame. Ils ont passé toute une série d'examens, un scanner thoraco-abdominal, ils ont refait la visite. Donc, à l'examen clinique, elle avait des ganglions un peu partout. La numération sans formule montrait une augmentation des lymphocytes circulants. Et la fonction lombaire montrait une méningite lymphocytaire. Et un TEP scan montrait des ganglions supra- et subdiaphragmatiques, donc suggérant à l'enfant de bas grade. Donc on est devant, si vous voulez, à une reprise de la maladie. Et, donc ils ont fait une association temporelle entre les symptômes de la dame, donc les symptômes neurologiques, et la reprise de la maladie. Donc ça voulait dire que les symptômes neurologiques n'étaient pas dus ni à une neuropathie diabétique, ni à un problème d'effets secondaires liés au traitement oncologique, mais étaient plutôt liés à une reprise de la maladie. Donc ils ont fait un diagnostic de leucémie, récidive de leucémie lymphatique à stade Binet B. Alors, en fait, ils ont changé de protocole, ils ont utilisé ce médicament. C'est de nouveaux médicaments. En fait, ce sont des médicaments qui ont été expérimentés par les Américains. Et après, ils ont rentré dans l'utilisation dans le marché européen à partir de 2019. Donc, l'obinutuzumab, c'est un anticorps monoclonal
et qui est administré IV une fois par mois. Et le venetoclax qui est administré par contre oralement tous les jours. Okay. Et ce qui s'est passé, c'était vraiment étonnant. C'était vraiment étonnant. On a pu observer une amélioration clinique marquée et progressive, sans effet secondaire, disparition progressive de la dysphagie, augmentation de la force dans tous les groupes musculaires, nette amélioration du contrôle du tronc. Donc, ça nous a permis de faire avancer les patients au niveau des autonomies, changer de fauteuil, permettre les déplacements avec un fauteuil manuel. Et on a pu intensifier le travail au lit, donc sur les transferts. Et sur le plan fonctionnel, la patiente à petit, a commencé à marcher entre les barres parallèles avec des releveurs de pied pour la faiblesse distale. Et elle a commencé à utiliser aussi un déambulateur, à petit. Donc la MIF, vous voyez, elle était 47, 64, 106. Au 5e, 6e mois de rééducation. Vous pouvez avancer. Donc vous voyez, même au niveau de l'échelle d'Aus-Brackmann, elle était à 6, à T0, et au 7e mois de rééducation, on était à grade 3. Ce qui est, en effet, aussi, si vous voulez, au niveau de la paralysie musculaire des muscles faciaux, on a pu voir une nette amélioration. On avance. Alors, vous voyez là, au niveau des autonomies, et je vous montre ce tableau pour vous faire voir, au premier mois, qu'est-ce qu'elle était capable de faire. Elle avait un score très bas de MIF. Et vous voyez le changement étonnant au niveau, à partir du 5e mois. Dès que le traitement était un traitement efficace, effectivement, nous, on a pu voir qu'on pouvait travailler avec la patiente et on a pu vraiment changer, avec l'aide de la patiente, bien évidemment, on a pu changer son niveau d'autonomie, on a pu améliorer son niveau d'autonomie. Donc, vous voyez, au 5e mois, on a eu une nette amélioration au niveau de contrôle des sphincters, si vous voulez, des soins du corps. Au niveau des transferts, 6e mois, et on est passé de 6 à 16. Au niveau de la locomotion, vous voyez, de 3 à 10. Au niveau de la communication, elle n'a jamais eu de problème de communication. Au niveau elle n'avait pas de troubles cognitifs. Donc, vous voyez qu'au bout de 7 mois, on est passé de 44 dépendance totale à 117 pratiquement. Elle était autonome. On avance. Et là, encore ça, c'est pour vous montrer. Vous voyez, au 5e mois, ça c'est le pourcentage du MIF pendant la réhabilitation. Et vous voyez que le MIF s'est nettement amélioré. Ça a grimpé nettement à partir du 5e mois, à partir du changement de traitement. On peut avancer? OK. Donc, au 7e mois, on avait une normalisation du contrôle du tronc. Les transferts au lit sont réalisés autonomement, même sous supervision, mais autonomement. La patiente, elle était capable de marcher avec des cannes anglaises quand elle était fatiguée, sinon elle marchait sans canne. Elle était capable de monter les escaliers, et ça c'est très important. Et, par contre, on a vu qu'elle perdait du poids. Elle perdait du poids malgré l'augmentation de l'apport alimentaire. Les douleurs neuropathiques étaient persistantes malgré le traitement. Elle présentait des fuites urinaires et des infections urinaires récurrentes. On a fait aussi passer à la sortie un questionnaire sur la qualité de vie. Et le questionnaire a mis en évidence que les inquiétudes de madame, c'était sa faiblesse musculaire, notamment son asthénie, la douleur neuropathique et la sensation de fatigue. Et elle était anxieuse, comme on l'a dit dans la présentation précédente, elle était anxieuse sur son avenir et sur l'effet secondaire potentiel du traitement oncologique. On avance? Donc, je voulais faire une petite discussion. Donc, on a une étude italienne qui parle de neuropathie chez les patients qui ont une leucémie lymphatique chronique.
Donc, vous voyez, c'est que le 12% des patients qui ont une polyneuropathie périphérique, mais une polyneuropathie actionnelle, c'est assez rare, c'est le 0,6%. Et le 0,5% qui présente une paralysie du nerf facial. En études marocaines, il n'y a pas beaucoup d'études sur les neuropathies en cours de LLC. Il y a 5 à 8% des patients qui présentent des neuropathies et qui ont une LLC, mais jusqu'à 30% des récidives se manifestent avec des symptômes neurologiques. Donc, il n'y a pas que les effets secondaires des médicaments oncologiques qui donnent des neuropathies. Il n'y a pas que la neuropathie diabétique, etc. Mais il faut penser aussi à une reprise de la maladie. Mais la tétraparalysie est très, très rare. Donc, j'ai trouvé que 3 études sur des tétra donc, comme complication d'une leucémie. Donc, très, très rare. Et ce sont 2 cas études chez les adultes et un cas étude chez les enfants. La relation entre les manifestations neurologiques et la LLC n'est pas connue. On parle d'un syndrome paranéoplasique, donc probablement lié à des problèmes immunitaires, possible contribution du diabète dans ce cas-là. Le pronostic vital de la LLC en cas de cette présentation est sombre, mais le pronostic de la neuropathie est lié à plusieurs choses. Est lié à la sévérité de la présentation, à la gestion des symptômes et au traitement étiologique. C'est ça qui me semble fondamental. Dès qu'on a changé le traitement, on a changé effectivement la possibilité de pouvoir travailler avec cette femme. Okay, on avance. Donc, la revue Cochrane montre l'efficacité des programmes de réhabilitation chez les patients atteints de cancer. Donc, ils ont fait une étude sur 28 000 patients qui ont montré une amélioration de la MIF, qui à mon avis n'est pas extraordinaire, mais pour la plupart des patients oncologiques qui ont bénéficié d'un séjour de rééducation. Mais comme vous voyez, et c'est un point important, dans les États-Unis, les patients oncologiques bénéficient de la rééducation, mais en moyenne, la rééducation, c'est environ un mois. Un mois de rééducation. La neuropathie peut affecter la qualité de vie, mais il y a un manque de preuves scientifiques, si vous voulez, sur les effets des programmes de réhabilitation. Donc, les États-Unis disent un mois, la patiente est restée hospitalisée chez nous, c'est 7 mois. Mais est-ce que ça valait le coup? Elle est rentrée à la maison avec ses pieds. Après, la présence d'une neuropathie n'a pas d'effet sur la survie globale, mais dans ce cas-là, à mon avis, elle aurait pu avoir un effet sur la survie globale dans le cas d'une rentrée précoce à la maison ou d'un transfert en EHPAD de la patiente. Et des ajustements et des interruptions du traitement oncologique est parfois nécessaire, mais parfois il faut faire attention. Ce n'est pas ça la cause de la neuropathie, mais peut-être c'est la reprise de la maladie. Donc c'est le traitement efficace qui peut changer, si vous voulez, la possibilité de faire de la rééducation et de faire récupérer la patiente. Donc mes conclusions sont quoi concernant l'espoir? Donc il y a des moments complexes et difficiles, notamment jusqu'au 3e mois, on était vraiment en difficulté, la dame et nous. On ne savait pas quoi faire. Mais il y a la possibilité de résultats inattendus. Et ça, ce cas clinique, en fait, c'est un résultat inattendu. La patiente a eu une réponse surprenante et imprévue. Elle a presque complètement récupéré. Elle est rentrée à la maison. Et il est fondamental, et ça me semble intéressant, une collaboration pluridisciplinaire, c'est-à-dire il n'y a pas que, si on a un cancer, il n'y a pas que l'oncologue, l'hématologue, le neurologue, etc. Mais
l'aspect rééducatif, et ça, à mon avis, il faut que ça rentre petit à petit dans la mentalité, c'est fondamental, même, à mon avis, pour le pronostic vital de la patiente à long terme. Il faut garder la possibilité et l'espoir à une possibilité imprévue, donc, qu'il se passe quelque chose qu'on n'a pas prévu, mais ça, ce n'est pas un espoir irrationnel. C'est des choses qui peuvent se passer. Il y a des choses qui nous échappent, il y a des choses qu'il faut observer, et il y a des choses sur lesquelles on peut après changer d'avis, changer de traitement en fonction de l'évolution. Donc il faut vraiment ne pas être idéologique quand si vous voulez, quand on a des patients qui n'évoluent pas et avec des maladies très rares. On avance. Et donc, je voulais conclure ça comme ça. Il me semble très important de garder, nous les médecins et toute l'équipe soignante, l'espoir dans le sens qu'il y a des choses qui nous échappent et qui peuvent se passer. Et nous, en fait, nous devons tout simplement bien regarder les problèmes, essayer de réévaluer les choses et essayer de collaborer pour que ce changement puisse se faire de façon efficace et qu'on donne à la patient, au patient toutes les chances à lesquelles il a droit. C'est bon.